L'hiver 72-71 avant notre ère s'annonçait glacial en Italie du Sud. Spartacus contemplait ses troupes épuisées, affamées, traquées. 2 années s'étaient découlées depuis cette nuit de 73 où 70 gladiateurs s'étaient évadés de l'école de Lentulus Batiatus à Capoue avec de simples couteaux de cuisine. 2 années de victoires incroyables contre les légions romaines. 2 années où cette armée d'esclaves avait fait trembler la République elle-même. Mais maintenant, tout basculait. Rome avait enfin compris la menace. Le Sénat venait de confier à Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de la République, le commandement absolu de 8 légions. 40 à 50 000 soldats romains entraînés, disciplinés, équipés du meilleur armement. Face à eux, 100 000 esclaves, hommes, femmes, parfois même enfants, dont la moitié à peine savaient vraiment se battre. Spartacus n'était pas idiot. Ce Thrace, ancien soldat auxiliaire romain devenu déserteur puis esclave, possédait un sens tactique hors du commun. Il savait lire une carte militaire mieux que la plupart des généraux romains. Depuis le début, son plan était simple. Fuir l'Italie, traverser les Alpes, ramener chacun chez soi. La liberté par la fuite, pas par la conquête. Mais ses compagnons n'avaient pas voulu partir. Après avoir battu les légions consulaires en 72, après avoir mis en déroute 4 armées romaines, ils s'étaient sentis invincibles. Pourquoi quitter l'Italie alors qu'ils pouvaient la piller? Pourquoi abandonner ses richesses, cette revanche si douce contre leurs anciens maîtres? Spartacus avait cédé. Il connaissait la nature humaine. Ces hommes et ces femmes avaient passé leur vie à courber l'échine, à travailler jusqu'à l'épuisement dans les latifundia, ces immenses domaines agricoles où les esclaves mouraient par milliers. Maintenant qu'ils goûtaient à la liberté, qu'ils voyaient leurs oppresseurs fuir devant eux, comment leur demander de renoncer? La division s'était installée dans les rangs. Crixus, le Gaulois, avait voulu continuer vers le sud avec 30 000 combattants pour piller les cités riches de Campanie. Spartacus l'avait laissé partir. Erreur fatale. Le préteur Quintus Arrius avait massacré les troupes de Crixus au mont Gargano. 30 000 morts en quelques heures. Spartacus avait vengé son lieutenant en capturant 400 soldats romains et en les forçant à s'entretuer en combat de gladiateurs. Un message sanglant pour Rome. Vous nous avez traités comme des bêtes de cirque. Maintenant, c'est votre tour. Mais la vengeance ne remplaçait pas la stratégie. Spartacus se trouvait désormais dans une situation intenable. Il avait remonté vers le nord, battu encore les consuls Gellius et Lentulus, écrasé les légions de Cassius Longinus devant Modène. Les Alpes étaient d'Orda si proches, la liberté à portée de main. Ces hommes avaient refusé de franchir les montagnes. Ils voulaient rester en Italie. Alors Spartacus avait fait demi-tour, espérant peut-être gagner l'Adriatique, franchir la mer, rentrer chez lui en Thrace. Un rêve fou. Un rêve impossible. Marcus Licinius Crassus n'était pas un militaire de carrière. Cet homme dans la quarantaine avait bâti sa fortune colossale en achetant pour rien les propriétés confisquées lors des proscriptions de Sylla, en créant la première brigade de pompiers privés de Rome, qu'il envoyait éteindre les incendies seulement après avoir racheté les immeubles en flammes à prix dérisoire. Un requin des affaires, calculateur, impitoyable. Mais Crassus brûlait d'ambition politique. Il jalousait les succès militaires de Pompée le Grand qui triomphait en Espagne contre Sertorius. Il voulait sa part de gloire. Quand le Sénat chercha désespérément un commandant pour écraser la révolte des esclaves, tous les généraux compétents étaient occupés ailleurs. Crassus saisit l'opportunité. Il finança lui-même 6 légions supplémentaires avec sa fortune personnelle, récupéra les 4 légions consulaires défaites et se retrouva à la tête d'une armée massive. Son premier acte établit sa réputation. Mommius, l'un de ses légats, avait désobéi aux ordres en attaquant une partie de l'armée de Spartacus. Désastre complet. Les légionnaires avaient ôté leurs armes et fui. Crassus convoqua les survivants, 500 hommes formant la première ligne. Il ressuscita un châtiment tombé en désuétude depuis un siècle, la décimation. Devant l'armée rassemblée, on tira au sort un homme sur 10 parmi ces 500 légionnaires. 50 soldats romains furent roués de coups par leurs propres camarades, puis exécutés. Les autres reçurent des rations d'orge au lieu de blé, nourriture réservée aux bêtes de somme, humiliation suprême pour un légionnaire romain. Le message était clair.
La peur de Crassus devait dépasser la peur de l'ennemi. La stratégie de Crassus différait totalement de celle des généraux précédents. Il ne cherchait pas la bataille décisive. Il suivait Spartacus à distance, harcelait ses arrières, bloquait ses raids de ravitaillement, l'empêchait de se nourrir. Une guerre d'usure. Spartacus progressait vers le sud avec 100 000 personnes à nourrir. Chaque jour sans vivre affaiblissait son armée. L'automne 72 vit Spartacus acculé dans le Bruttium, la pointe de la botte italienne, face à la Sicile. S'il pouvait traverser le détroit de Messine, il gagnerait une île où les esclaves s'étaient déjà révoltés 2 fois. Un territoire défendable, fertile, où il pourrait tenir des années. Spartacus négociait avec des pirates ciliciens. Ces marchands de la mer acceptèrent de transporter son armée moyennant un paiement conséquent. Spartacus rassembla l'or, les bijoux pillés, paya le prix demandé. Les pirates prirent l'argent et disparurent dans la nuit. Trahison pure et simple. Crassus avait probablement acheté leur silence, ou peut-être ces pirates avaient-ils simplement peur des représailles romaines. Piégé au sud, Spartacus fit face à une nouvelle horreur. Crassus ordonna la construction de fortifications titanesques. Sur 55 km, de la mer Tyrrhénienne à la mer Ionienne, les légionnaires creusèrent un fossé de 5 mètres de profondeur et 4 mètres de largeur. Derrière, ils érigèrent un mur de palissades hérissé de pieux. Un mur pour enfermer 100 000 personnes comme des animaux. Les travaux durèrent des semaines. Spartacus observait, impuissant. Chaque jour, ses provisions diminuaient. Ses hommes commençaient à mourir de faim. Les femmes, les enfants, les vieillards qu'il traînait avec lui depuis le début devenaient un fardeau mortel. Mais comment les abandonner? Comment expliquer qu'ils avaient mené cette révolte pour leur liberté, puis les sacrifier? L'hiver glacial de 72 à 71 transforma le Bruttium en prison à ciel ouvert. Spartacus savait que rester signifiait mourir de faim. Il prit une décision audacieuse, forcer le blocus. Par une nuit de tempête de neige, alors que le vent hurlait et que la visibilité tombait à 0, il lança l'assaut. Ses hommes avaient rempli une section du fossé avec des fascines, de la terre, des cadavres de chevaux, tout ce qu'ils trouvaient. Dans l'obscurité et le froid, ils se ruèrent sur les fortifications. Les sentinelles romaines, transies, ne virent rien venir. Spartacus perça les lignes de Crassus et s'échappa vers le nord avec le gros de ses troupes. Crassus enragea. Sa stratégie d'encerclement venait d'échouer. Pire, le Sénat rappelait Pompée d'Espagne et Lucullus d'Orient pour l'aider. S'ils arrivaient avant qu'il n'écrase Spartacus, ils voleraient en sa gloire. Crassus se lança à la poursuite des esclaves fugitifs avec une urgence nouvelle. Mais l'armée de Spartacus se désintégrait. Les mois d'errance, la faim, le froid, les pertes constantes avaient brisé sa cohésion. Des groupes se détachaient, tentaient leur chance seuls. Castus et Gannicus, 2 chefs gaulois, prirent 12 000 hommes et partirent vers l'est, espérant peut-être gagner l'Adriatique. Mauvaise décision. Le légat de Crassus, Quintus Marcius Rufus, les rattrapa près du lac Lucan et les extermina jusqu'au dernier. Spartacus continuait vers le nord avec les forces restantes. Peut-être 30 à 40 000 combattants encore valides, plus autant de non-combattants. Il cherchait désespérément une issue. Gagner Brundisium sur la côte adriatique, traverser la mer vers l'Illyrie, remonter vers les Alpes, cette fois sans demander l'avis de ses troupes? Mais Crassus ne lui laissait aucun répit. Ses légions marchaient jour et nuit, se relayant, toujours sur les talons des esclaves. Et maintenant, les légions de Pompée approchaient du nord. L'étau se refermait. Au printemps 71, Spartacus se retrouva acculé en Lucanie, dans les montagnes près de Pétélia. Crassus avait lancé 2 détachements à sa poursuite, le légat Quintus Marcius Rufus et le questeur Gnaeus Tremelius Scrofa. Spartacus leur tendit un piège, les attaqua dans les défilés montagneux, remporta une petite victoire. Un sursis, rien de plus. Ces hommes réclamaient la bataille décisive. Ils en avaient assez de fuir. Beaucoup préféraient mourir les armes à la main plutôt que continuer cette fuite éternelle. Spartacus le comprenait. Lui-même savait que la partie était jouée. Pompée arrivait du nord, Crassus le serrait de près. Aucune échappatoire possible. Il établit son camp près de la source du fleuve Scyllare,
aujourd'hui le Célé, dans une vallée de haute Lucanie. Le terrain était accidenté, montagneux, défavorable à la cavalerie romaine. Si bataille il devait y avoir, autant la livrer sur un terrain de son choix. Crassus arriva avec ses 8 légions au complet. Face à lui, peut-être 50 à 60 000 esclaves, dont seulement la moitié vraiment armés et entraînés. Les autres, des paysans avec des fourches, des femmes avec des couteaux, des désespérés qui savaient que la défaite signifiait une mort atroce. Avant l'affrontement, un moment devenu légendaire. Les lieutenants de Spartacus lui amenèrent son cheval de guerre, une bête magnifique capturée à un général romain. Spartacus dégaina son épée et égorgea l'animal d'un geste sec. Devant ses troupes stupéfaites, il déclara « Si nous gagnons, j'aurai tous les chevaux que je veux, ceux de l'ennemi. Si nous perdons, je n'en aurai pas besoin. » Un symbole puissant. Leur chef combattrait à pied, comme un simple soldat. Pas de retraite possible, pas de fuite sur un destrier rapide. Victoire ou mort. Spartacus organisa ses troupes du mieux qu'il put. Les gladiateurs et les vétérans au centre, les Gaulois et les Germains sur les ailes, les moins aguerris en réserve. En face, les légions romaines s'alignaient avec une précision mécanique. Des professionnels de la guerre face à des amateurs, aussi courageux soient-ils. Le combat commença à l'aube. Les esclaves se ruèrent sur les lignes romaines avec une fureur née du désespoir. Ils savaient qu'aucune pitié ne leur serait accordée. Les légionnaires, disciplinés, absorbèrent le choc initial, tinrent leur rang, puis contre-attaquèrent méthodiquement. Spartacus chercha Crassus sur le champ de bataille. S'il pouvait tuer le général romain, peut-être sèmerait-il assez de confusion pour percer les lignes ennemies. Il se fraya un chemin à travers la mêlée, tua 2 centurions qui lui barraient la route. Les sources romaines, même hostiles, admirent son courage. Blessé à la cuisse par une flèche, il continua de se battre à genoux, repoussant les assaillants avec son bouclier. Mais il ne put jamais atteindre Crassus. Encerclé par trop d'adversaires, affaibli par ses blessures, Spartacus tomba sous les coups. Les historiens rapportent qu'il mourut les armes à la main, debout jusqu'au bout, combattant comme le gladiateur qu'il était. Son corps ne fut jamais formellement identifié parmi les milliers de cadavres qui jonchaient le champ de bataille. La bataille du Scyllare tourna au massacre. Sans leur chef, les esclaves perdirent toute coordination. Certains tentèrent de fuir vers le nord, d'autres continuèrent à se battre jusqu'à la mort. Les légions romaines, avec leur organisation supérieure, leur armement lourd, leur discipline de fer, les taillèrent en pièces. Les chiffres donnés par les sources antiques donnent le vertige. 60 000 esclaves tués au combat, selon certains récits. Les Romains n'auraient perdu qu'1 millier d'hommes, chiffre probablement sous-estimé, mais qui montre quand même l'ampleur de la défaite. Une boucherie pure et simple. Quelques milliers d'esclaves parvinrent à s'échapper de la tuerie. Épuisés, affamés, blessés, ils errèrent vers le nord, espérant encore trouver une issue. Mais Pompée, qui revenait d'Espagne avec ses légions fraîches, les intercepta près de la rivière Scyllare quelques jours plus tard. Nouveau massacre. 5 000 esclaves exterminés en quelques heures. Pas un survivant. Crassus avait gagné la guerre. Mais il n'avait pas fini d'assouvir sa vengeance. 6 000 esclaves avaient été capturés vivants sur le champ de bataille ou dans les jours suivants. Des hommes blessés, affamés, à bout de force. Crassus décida de leur réserver un sort qui marquerait l'histoire pour l'éternité. La crucifixion. Le supplice le plus infâme, le plus humiliant, le plus douloureux que Rome connaissait. Un châtiment réservé aux esclaves rebelles, aux pirates, aux plus vils criminels. Même entre Romains cultivés, prononcer le mot « croix » était considéré comme vulgaire. Cicéron lui-même écrivit qu'on n'osait pas mentionner cette abomination dans les conversations polies. Mais Crassus voulait une leçon qui traverse les siècles. Il ordonna que les 6 000 prisonniers soient crucifiés le long de la Via Appia, la reine des routes, qui reliait Capuie à Rome sur près de 200 km. Une croix tous les 30 mètres environ. 6 000 agonies publiques pour terroriser l'Italie entière. Les légionnaires se mirent au travail, abattre les arbres, tailler les poutres verticales et horizontales, creuser les trous pour planter les poteaux. Un travail industriel, méthodique, organisé comme une campagne militaire. Les forgerons fabriquèrent des milliers de clous de fer, longs de 13 à 18 cm, effilés, tranchants.
On amena les prisonniers un par un. D'abord, la flagellation. Chaque condamné recevait des dizaines de coups de fouet. Un instrument horrible composé de lanières de cuir terminées par des billes de plomb ou des fragments d'os. La chair éclatait, le sang coulait. Certains mouraient avant même d'atteindre la croix. Mais pas tous, il fallait qu'ils survivent assez longtemps pour servir d'exemple. Ensuite venait la mise en croix proprement dite. Les bourreaux allongeaient le condamné sur la poutre transversale, plantaient les clous. Contrairement à l'iconographie ultérieure, les clous ne traversaient pas les paumes. Le poids du corps aurait immédiatement déchiré les chairs. Les Romains savaient ce qu'ils faisaient. Ils enfoncèrent des clous au niveau des poignets, à la jonction du radius et du cubitus, détruisant les nerfs, provoquant une douleur fulgurante. Une fois la victime fixée sur la traverse, on hissait l'ensemble à l'aide d'échelles et de poulies. Puis on l'attachait au poteau vertical déjà planté dans le sol. Les pieds étaient cloués au montant, un seul clou traversant les deux chevilles. La position créait une torture biomécanique diabolique. Pour respirer, le crucifié devait se soulever en prenant appui sur ses pieds cloués et ses poignets fixés. Chaque inspiration déclenchait une douleur atroce. Mais s'il s'affaissait pour soulager ses membres, ses poumons se comprimaient, l'asphyxie commençait. Un cycle infernal qui pouvait durer des heures, parfois des jours. Certains mouraient rapidement d'hémorragie ou de choc, d'autres résistaient longtemps. Les soldats romains avaient l'habitude de briser les jambes des crucifiés avec des barres de fer pour accélérer la mort par asphyxie. Mais Crassus ne voulait pas leur offrir cette miséricorde. Il ordonna de laisser les condamnés mourir naturellement aussi longtemps que cela prendrait. Sur 200 kilomètres, le long de la route la plus fréquentée d'Italie, 6000 hommes agonisaient sous le soleil. Leurs cris déchiraient l'air. L'odeur de sang, d'urine, d'excréments imprégnait la campagne. Les voyageurs qui empruntaient la Via Appia devaient passer entre ces rangées de suppliciés, témoins forcés de la puissance romaine. Les mouches et les corbeaux se rassemblaient par milliers. Les prédateurs attendaient leur heure. Certains crucifiés, délirant de douleur et de soif, hurlaient des malédictions. D'autres suppliaient qu'on les achève. Quelques-uns gardaient un silence stoïque, refusant de donner à leurs bourreaux la satisfaction de les entendre gémir. La plupart moururent dans les 48 heures. Quelques-uns, plus robustes ou plus malchanceux, durèrent 3 ou 4 jours. Et Crassus fit laisser les corps sur les croix. Pas question de les décrocher. Il voulait que la leçon s'imprime dans tous les esprits. Les cadavres restèrent exposés pendant des mois, se décomposant lentement, noircissant sous le soleil, dévorés par les oiseaux de proie. Crassus espérait recevoir les honneurs du triomphe à Rome. Il avait écrasé la plus grande révolte servile de l'histoire romaine, sauvé l'Italie du chaos, restauré l'ordre. Mais le Sénat lui refusa cette distinction suprême. Une révolte d'esclaves ne constituait pas une vraie guerre méritant un triomphe. On lui accorda simplement une ovation, honneur de second rang. L'humiliation brûla Crassus. Pire encore, Pompée s'arrogea tout le mérite de la victoire. En massacrant les 5000 esclaves qui fuyaient vers le nord, il prétendit avoir fini la guerre de Spartacus. Il écrivit au Sénat que certes, Crassus avait vaincu les esclaves au combat, mais que lui, Pompée, avait extirpé les racines de la guerre. Manipulation politique éhontée, mais efficace. Le ressentiment entre les deux hommes dura des années. Ironiquement, leur rivalité les poussa à former une alliance avec César, le premier triumvirat qui allait transformer la République romaine. Sans la révolte de Spartacus, sans cette compétition pour la gloire militaire, l'histoire de Rome aurait peut-être pris un autre tournant. Les 6000 croix le long de la Via Appia devinrent un spectacle macabre pendant des mois. Aucun ordre ne fut jamais donné pour décrocher les corps. Les squelettes restèrent suspendus jusqu'à ce que le temps, les intempéries et les charognards les réduisent en lambeaux. Les voyageurs qui empruntèrent la route racontèrent pendant des années avoir vu les restes des rebelles, témoignage permanent de la vengeance romaine. Les propriétaires d'esclaves utilisaient la Via Appia comme outil pédagogique. Ils amenaient leurs esclaves les plus récalcitrants admirer le paysage, contempler ce qui attendait ceux qui défiaient Rome. Les parents libres montraient les croix à leurs enfants pour leur enseigner le prix de la rébellion. La terreur comme arme politique gravée dans le paysage lui-même.
La révolte de Spartacus modifia profondément le système esclavagiste romain, même si ces changements restèrent subtils. Les grands propriétaires commencèrent à traiter leurs esclaves avec légèrement plus de prudence. Pas par humanité, mais par calcul. Trop de cruauté créait le risque d'une nouvelle révolte. Mieux valait un esclave vivant et productif qu'un cadavre cloué sur une croix. Le nombre d'esclaves sur les latifundia diminua progressivement. Rome encouragea le développement de fermes plus petites, travaillées par des hommes libres ou des affranchis. Encore une fois, pas par bonté d'âme, mais parce que 100 000 esclaves concentrés au même endroit représentaient un danger militaire potentiel. Les écoles de gladiateurs furent placées sous surveillance renforcée. Après tout, c'était de l'école de Capoue que tout était parti. Les lanistes devaient maintenant rendre compte aux autorités, justifier leur méthode d'entraînement, prouver que leurs gladiateurs restaient sous contrôle. La gladiature continua, mais encadrée, surveillée, sécurisée. Paradoxalement, la défaite totale de Spartacus renforça son mythe. Les historiens romains eux-mêmes, pourtant hostiles aux esclaves, reconnurent son génie militaire. Plutarque loua ses qualités physiques et morales, le décrivant comme un homme remarquable par son intelligence et sa douceur. Plus grec que son origine ne le laissait supposer. Appien admit que Spartacus avait transformé des esclaves désorganisés en une véritable armée capable de défier Rome. Cette admiration troublait l'élite romaine. Comment un esclave, un gladiateur, un homme méprisé avait-il pu si longtemps tenir tête à la République? La question remettait en cause les fondements mêmes de leur société. Si un esclave pouvait se révéler aussi intelligent, aussi courageux, aussi stratège qu'un général romain, qu'est-ce qui justifiait l'esclavage? Rome préféra ne pas approfondir cette interrogation. Plus facile de crucifier 6000 hommes que de questionner un système économique entier. L'esclavage continua pendant des siècles, alimentant la machine de guerre romaine, enrichissant les patriciens, construisant les monuments dont nous admirons encore les ruines. Avec le recul historique, la défaite de Spartacus semblait inévitable. Comment une armée d'esclaves mal équipés, sans base arrière solide, sans alliés extérieurs, aurait-elle pu vaincre la machine militaire romaine? Rome contrôlait la Méditerranée entière, disposait de ressources illimitées, pouvait lever légion sur légion jusqu'à submerger n'importe quel ennemi. Le miracle n'était pas que Spartacus ait perdu. Le miracle était qu'il ait tenu 2 ans, qu'il ait remporté bataille après bataille, qu'il ait transformé 70 gladiateurs fugitifs en une armée de 120 000 combattants, qu'il ait forcé Rome à mobiliser ses meilleurs généraux, ses meilleures légions, des ressources colossales pour l'écraser. Son erreur fondamentale fut de ne pas quitter l'Italie quand il le pouvait. En 72, après avoir battu les consuls, les Alpes étaient à portée. S'il avait forcé ses troupes à traverser, disperser ses hommes dans leur pays d'origine, Rome n'aurait jamais pu les poursuivre tous. Mais il avait écouté ses compagnons qui voulaient continuer le pillage. Décision fatale. Autre erreur, accepter la division de ses forces. Laisser partir Crixus avec 30 000 hommes. Permettre à Castus et Gannicus de se séparer avec 12 000 combattants. Chaque division affaiblissait sa puissance militaire, facilitait la tâche de Crassus. Uni, Spartacus représentait une menace mortelle. Divisé, il devint vulnérable. Mais juger Spartacus sur ses erreurs tactiques passe à côté de l'essentiel. Cet homme, réduit en esclavage, transformé en gladiateur, condamné à mourir pour divertir les foules, avait osé se révolter. Il avait brisé ses chaînes, rallié des dizaines de milliers d'opprimés, défié la première puissance militaire du monde antique. Peu importe qu'il ait finalement perdu. Sa simple existence, son audace, son courage inspirent encore aujourd'hui. Les siècles transformèrent Spartacus en symbole. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières virent en lui le premier révolutionnaire, l'homme qui avait défié l'oppression au nom de la liberté. Les révolutionnaires français le célébrèrent. Pendant la Révolution haïtienne, Toussaint Louverture fut comparé à Spartacus, autre esclave qui avait osé se révolter. Karl Marx lui-même, dans une lettre à Friedrich Engels, décrivit Spartacus comme le plus formidable personnage de toute l'histoire antique. Grand général, caractère noble, véritable représentant du prolétariat antique. Le mouvement spartakiste allemand,
qui donna naissance au Parti communiste allemand, prit son nom en hommage aux gladiateurs rebelles. Cette récupération politique aurait probablement amusé ou horrifié le vrai Spartacus. Les sources suggèrent qu'il ne voulait pas renverser l'ordre social romain ni libérer tous les esclaves. Il cherchait simplement à échapper avec ses compagnons, à rentrer chez eux, à vivre libre, loin de Rome. Un objectif modeste, presque individuel, transformé rétrospectivement en révolution universelle. Hollywood s'empara du mythe. Le film de Stanley Kubrick en 1960, avec Kirk Douglas dans le rôle titre, présenta Spartacus comme un héros moderne luttant pour la démocratie contre le fascisme. La scène finale, où tous les esclaves capturés crient « Je suis Spartacus !» pour protéger leur chef, n'a aucune base historique mais devint iconique. Plus récemment, la série télévisée Spartacus mélangea histoire et fiction avec une violence graphique qui aurait satisfait les spectateurs romains des arènes. Ces représentations, aussi éloignées de la réalité historique soient-elles, témoignent de la puissance du mythe. Spartacus incarne le refus de l'oppression, la dignité humaine face à l'injustice, le courage de se battre même sans espoir de victoire. Des valeurs universelles qui transcendent les époques. Remettre Spartacus dans son contexte historique révèle un personnage plus complexe, plus humain, moins héroïque que la légende. Ce thrace d'origine noble ou aristocratique avait probablement servi comme auxiliaire dans l'armée romaine. Il connaissait donc leurs tactiques, leur organisation, leurs faiblesses. Quand il déserta, il commit le crime capital qui le condamna à l'esclavage. Vendu comme gladiateur, il excella dans cette profession mortelle. Les gladiateurs thraces combattaient avec une épée courbe et un petit bouclier rond, privilégiant la mobilité et la rapidité. Spartacus survécut assez longtemps pour devenir célèbre dans l'arène, exploit rare dans un métier où l'espérance de vie se comptait en mois. Son évasion ne résulta pas d'un plan révolutionnaire élaboré. Selon Plutarque, les gladiateurs avaient simplement prévu de s'enfuir. Leur complot fut découvert. Face au choix entre l'exécution certaine ou la tentative désespérée, 70 hommes forcèrent les portes avec des couteaux de cuisine. Rien de glorieux, juste la survie. Le hasard fit le reste. S'ils étaient tombés sur une vraie légion lors de leur première fuite, l'histoire se serait arrêtée là. Mais Rome les sous-estima. On envoya seulement 3000 auxiliaires, des soldats de seconde zone. Spartacus, avec son expérience militaire, organisa une embuscade. Victoire surprise qui attira d'autres esclaves fugitifs. L'effet boule de neige commença. Chaque victoire attirait plus de rebelles. Chaque défaite romaine encourageait d'autres esclaves à rejoindre la révolte. Spartacus se retrouva à la tête d'une armée sans l'avoir vraiment cherché. Il fit contre mauvaise fortune bon cœur, organisa ses troupes, leur enseigna la discipline militaire romaine, transforma une bande désorganisée en force de combat. Mais il resta pragmatique. Contrairement aux chefs révolutionnaires modernes, Spartacus ne promettait pas un monde nouveau. Il offrait une chance de s'échapper, de rentrer chez soi, de vivre libre. Objectif simple, compréhensible, qui résonnait avec des hommes et des femmes arrachés à leur pays, vendus comme du bétail, condamnés à travailler jusqu'à la mort. Ses compagnons ne partageaient pas tous cette vision. Beaucoup voulaient se venger. Ils avaient été battus, affamés, violés, torturés. Maintenant qu'ils tenèrent des armes, ils voulaient faire payer Rome. Spartacus tentait de canaliser cette rage vers quelque chose de productif, mais il ne put jamais totalement contrôler son armée. D'où les pillages, les massacres, les excès qui entachèrent la révolte. Sa relation avec Crixus illustre ces tensions. Le Gaulois voulait continuer la guerre, piller les riches cités du sud, peut-être même marcher sur Rome. Spartacus préférait la prudence, conscient que Rome finirait par réagir en force. Quand Crixus partit avec 30 000 hommes et se fit massacrer, Spartacus organisa des jeux funéraires où 400 prisonniers romains s'entretuèrent en gladiateurs. Geste symbolique fort, vengeance cathartique, mais aussi erreur stratégique qui soulignait la nature servile de sa révolte aux yeux des Romains. La crucifixion massive le long de la Via Appia représente l'acte le plus mémorable de toute cette guerre. Pas les victoires de Spartacus, ni son courage final au Scyllare, mais ses 6000 hommes agonisant pendant des jours sur 200 km de route. Rome savait comment marquer les esprits. Crassus choisit délibérément ce châtiment.
Il aurait pu faire exécuter les prisonniers rapidement, par décapitation ou en les jetant aux bêtes dans l'arène. Plus rapide, plus économique. Mais il voulait un message qui traverse les générations. Ces croix devaient être criées à tous les esclaves d'Italie. Voilà ce qui arrive aux rebelles. Le calcul fonctionna. Pendant des décennies après, les voyageurs mentionnaient les squelettes encore visibles le long de la Via Appia. Les os blanchis par le soleil, accrochés à leurs poteaux pourris, rappelaient la puissance romaine. Les propriétaires d'esclaves amenaient leurs propriétés contempler le spectacle. Les enfants grandissaient en voyant ces restes, intégrant dès le plus jeune âge que défier Rome menait à une mort atroce. Cette cruauté calculée révèle un aspect essentiel de la psychologie romaine. Rome ne pardonnait jamais la rébellion. On pouvait être ennemi de Rome sur un champ de bataille, perdre avec honneur, être traité avec respect. Les généraux carthaginois capturés après les guerres puniques reçurent parfois des honneurs. Mais se révolter de l'intérieur, remettre en cause l'ordre social établi, trahir son statut d'esclave, impardonnable. Cette distinction explique pourquoi Crassus ne reçut qu'une ovation au lieu d'un triomphe. Écraser des esclaves ne comptait pas comme une vraie victoire militaire. Les sénateurs considéraient la révolte de Spartacus comme une affaire de police intérieure, pas une guerre étrangère. Hannibal avait menacé Rome de l'extérieur et méritait le respect. Spartacus menaçait Rome de l'intérieur et ne méritait que le mépris. Cette hypocrisie masquait une peur profonde. Si les esclaves pouvaient se révolter avec tant de succès, qu'est-ce qui empêchait une nouvelle rébellion? Rome comptait environ un tiers de sa population en esclaves. Des millions d'individus qui, s'ils s'unissaient, pourraient submerger les hommes libres. Les 6000 croix servaient de rappel constant. Ne tentez rien, nous sommes plus forts, nous sommes impitoyables. Tous les esclaves ne moururent pas au Scyllare ou sur les croix de la Via Appia. Quelques-uns réussirent à s'échapper du massacre final. Ils se dispersèrent dans les montagnes d'Italie du Sud, se cachèrent dans des grottes, rejoignirent des bandes de brigands. Rome ne les poursuivit pas activement. Une fois la menace principale écrasée, quelques fugitifs isolés ne justifiaient pas la mobilisation de légions entières. Ces survivants vécurent probablement des existences précaires, toujours en fuite, craignant la capture. Certains réussirent peut-être à quitter l'Italie, à gagner des terres où Rome n'avait pas encore étendu son contrôle. D'autres furent probablement capturés individuellement et exécutés discrètement, sans la pompe macabre de la Via Appia. Les sources anciennes ne les mentionnent pas. L'histoire ne retient que les grands événements, les batailles décisives, les crucifixions massives. Les destins individuels disparaissent dans le bruit de fond historique. Pourtant, chaque survivant portait le souvenir de la révolte, l'histoire de Spartacus, peut-être l'espoir qu'un jour, d'autres se lèveraient. Certains esclaves qui n'avaient pas rejoint la révolte furent néanmoins exécutés par précaution. Les propriétaires soupçonneux tuaient ceux qui semblaient trop indépendants, trop intelligents, potentiellement dangereux. La paranoïa suivant une grande révolte provoque souvent plus de morts que la révolte elle-même. Combien d'innocents périrent dans cette vague de répression préventive? Impossible à quantifier. D'autres esclaves tirèrent une leçon différente de la défaite de Spartacus. Plutôt que la révolte ouverte, ils choisirent la résistance passive. Travailler lentement, saboter discrètement, feindre l'incompétence. Des méthodes moins héroïques mais plus durables. Rome ne pouvait pas crucifier tous les esclaves qui cassaient accidentellement des outils ou se trompaient dans leurs tâches. 2000 ans plus tard, la révolte de Spartacus continue de fasciner. Pourquoi cette histoire résonne-t-elle encore alors que d'autres révoltes d'esclaves, pourtant comparables, ont sombré dans l'oubli? Les deux guerres serviles de Sicile mobilisèrent aussi des dizaines de milliers d'esclaves. Elles durèrent plus longtemps que celles de Spartacus. Pourtant, personne ne se souvient d'Eunus ou de Salvius, les chefs de ces rébellions. Spartacus possède quelque chose qui transcende les faits historiques bruts. Son histoire contient tous les éléments du grand récit épique. L'opprimé qui se libère, le héros stratège qui défie l'Empire, les batailles improbables, la trahison, la mort courageuse au combat, la vengeance terrible. Un scénario qui parle à l'imagination collective. Son statut de gladiateur ajoute une dimension supplémentaire. Les gladiateurs occupaient une place étrange dans la société romaine.
méprisé comme esclave, adulé comme célébrité, condamné à mort, mais vivant de façon intense. Cette contradiction fascinait déjà les Romains eux-mêmes. Qu'un de ces hommes se soit rebellé et transformé l'arène en champ de bataille évoque une justice poétique. Chaque époque a réinterprété Spartacus selon ses besoins. Les révolutionnaires français y voyaient le symbole de la lutte contre l'aristocratie. Les communistes allemands en firent l'icône de la lutte des classes. Les Américains des années 1960 projetèrent sur lui leur combat pour les droits civiques. Aujourd'hui, certains libertariens le présentent comme un défenseur de la liberté individuelle contre l'État oppresseur. Toutes ces interprétations disent probablement plus sur leurs auteurs que sur le vrai Spartacus. Mais peu importe. Les mythes historiques fonctionnent ainsi. Ils offrent un écran sur lequel chaque génération projette ses propres aspirations, ses propres luttes, ses propres espoirs. La vraie leçon de Spartacus n'est peut-être pas dans sa victoire finale impossible, mais dans sa tentative elle-même. Il savait probablement qu'il ne pouvait pas gagner à long terme. Rome était trop puissante, trop riche, trop déterminée. Mais il a quand même essayé. Il a refusé d'accepter le destin qu'on lui imposait. Il a choisi la dignité de la résistance plutôt que la sécurité de la soumission. Les Romains gagnèrent de la guerre contre Spartacus. Ils exterminèrent de son armée, crucifièrent des milliers d'esclaves, restaurèrent l'ordre. Crassus obtint sa gloire militaire. Pompée profita de la situation. César finança sa carrière avec l'argent du premier. La machine impériale continua, écrasant d'autres peuples, conquérant d'autres terres, crucifiant d'autres rebelles, mais c'est Spartacus qu'on se rappelle. Pas Crassus, mort pathétiquement en partie avec de l'or fondu coulé dans la gorge. Pas Pompée, assassiné en Égypte, sa tête offerte à César. Pas même César, poignardé par ses amis au pied d'une statue de Pompée. Rome les a tous dévorés, ses propres enfants, victimes de leurs ambitions et de leurs trahisons. Spartacus, le Thrace réduit en esclavage, le gladiateur méprisé, l'homme qui n'avait aucun droit dans la société romaine, survécut dans la mémoire collective. 2 millénaires après sa mort, des millions de personnes connaissent son nom. Combien savent qui était Crassus? Les 6000 croix le long de la Via Appia devaient terroriser les esclaves pour l'éternité. Elles finirent par symboliser exactement le contraire. La cruauté du pouvoir, l'injustice du système esclavagiste, la nécessité de résister à l'oppression. Rome voulait écrire l'histoire de sa victoire. Elle écrivit accidentellement l'épopée de sa propre barbarie. Aujourd'hui, les touristes visitent les ruines de la Via Appia. Ils marchent sur ces pierres anciennes où agonisèrent 6000 hommes. Ils ne pensent pas à la gloire de Crassus, aux légions victorieuses, à l'ordre romain restauré. Ils pensent aux esclaves crucifiés, à leur courage, à leur sacrifice involontaire. Car finalement, Spartacus prouva quelque chose que Rome ne voulait pas admettre, qu'un esclave pouvait être aussi intelligent, aussi courageux, aussi noble que n'importe quel citoyen romain, qu'un homme privé de tous ses droits gardait sa dignité humaine, que la liberté valait plus que la vie. Ces 6000 croix, dressées comme symboles de terreur, devinrent monuments involontaires à la résistance humaine. Rome croyait avoir gagné. Elle avait simplement créé un mythe qui lui survivrait de 20 siècles. Quand Spartacus mourut au Scyllare, poignardé, transpercé de flèches, il n'imaginait probablement pas que son nom résonnerait encore au XXIe siècle. Il se battait pour la survie immédiate, pour sauver ses compagnons, pour mourir debout plutôt qu'à genoux. Il n'avait ni idéologie révolutionnaire, ni vision politique à long terme. Mais son simple refus d'accepter l'esclavage, son courage de prendre les armes contre l'empire le plus puissant du monde, sa capacité à transformer des gladiateurs terrifiés en armées redoutables, tout cela transcende son époque et sa situation. Rome crucifia 6000 esclaves pour envoyer un message. Le message finalement retenu par l'histoire fut différent. Même face à une puissance écrasante, même sans espoir de victoire finale, la résistance garde son sens. Parfois, perdre en se battant vaut mieux que gagner en se soumettant. Les croix de la Via Appia ont pourri depuis longtemps. Les os des crucifiés se sont dispersés dans la terre italienne. Mais leur histoire demeure, transmise de génération en génération, d'historiens romains à philosophes des Lumières, de romanciers à cinéastes, de professeurs à étudiants. Spartacus perdit sa guerre, mais il gagna quelque chose de plus précieux.
l'immortalité. Pas celle des dieux ou des empereurs, mais celle des symboles qui incarnent la dignité humaine face à l'oppression. Et tant qu'il existera des opprimés rêvant de liberté, tant qu'il y aura des esclaves en quête de dignité, tant qu'on racontera des histoires de résistance contre l'injustice, le nom de Spartacus résonnera. 6000 croix pour terroriser l'Italie. 2000 ans plus tard, elles inspirent le monde. Rome croyait avoir écrit sa victoire. Elle grava accidentellement l'épitaphe de sa propre cruauté. Et Spartacus, l'esclave vaincu, devint le vainqueur immortel de la mémoire humaine.